Ouais, ça aurait été vachement mieux de tousser avant d'appuyer sur record. Avant-propos de l'éditeur. Ce livre est le résultat de centaines d'heures d'entretien menés par Newell Emmons avec Charles Manson entre 1979 et 1985. Manson s'y exprime à la première personne, mais Newell Emmons, on dit comment Newell Emmons, comme il s'en explique dans son introduction, a retravaillé en profondeur le matériau brut qu'il avait rassemblé, dommage, sélectionnant, coupant, réagençant pour obtenir le récit linéaire qu'on s'apprête à lire. Aux origines de ce texte, il y a donc un dispositif proprement littéraire, au moins du point de vue de la forme, sinon dans son intention. S'il importe de le souligner, c'est que cet artifice ne cesse de se dérober derrière l'apparence de fluidité, de naturel, de spontanéité du discours. Ainsi, ses confessions, donc déjà, il part du principe que Manson n'est pas un être spontané. Mais bon. Ainsi, ces confessions mettent en jeu une énonciation hybride, instable, où les voix de deux narrateurs se superposent pour raconter une histoire qui n'appartient ni tout à fait à l'une, ni tout à fait à l'autre. Cette ambiguïté et l'étrangeté qu'elle installe ne sont pas la moindre des curiosités de ce livre, et partant le moindre de ses intérêts. Elles sont également la raison pour laquelle ce texte a trouvé sa place dans notre collection L'Indéfini, dont la vocation est de publier des œuvres aux frontières indécises du document et de la fiction. 50 ans se sont déroulés depuis les terribles assassinats de l'été 1969, commandités par Manson et perpétrés par sa famille. Donc déjà, ils n'ont pas été commandités par Manson. D'emblée, la cruauté des meurtres, l'identité des bourreaux et des victimes firent verser le traitement de l'affaire dans le sensationnalisme, donnant bientôt naissance à une mythologie macabre, promise à une postérité qui peut paraître insensée. Dans le sillage des médias, la pop culture s'en empara, reproduisant le visage de Charles Manson sur des milliers de t-shirts, normal, il est trop mignon, le faisant paradoxalement accéder au rang d'icône auquel il avait tant aspiré. À la mort du gourou en novembre 2017, le Guardian, avec bien d'autres, rappelait ainsi le nombre des œuvres télévisuelles, cinématographiques, littéraires qui furent hantées voire justifiées par sa figure. Neil Young tenta d'intéresser Warner Bros. Records à l'incroyable travail musical de Manson. Ah, ah, tiens, j'avais oublié ça. Et une filiale de la MCA fut suffisamment convaincue pour financer l'enregistrement de quelques démos. Dennis Wilson pressentait par ailleurs Manson comme un potentiel artiste pour le label des Beach Boys, Brothers, et parvint à persuader le groupe d'enregistrer l'une de ses chansons, Cease to Exist, sous le titre Never Learn Not to Love. C'est con, il précise pas que ce même Dennis Wilson lui a volé des chansons. Ainsi naquit l'étrange et persistante obsession de la pop culture pour Charles Manson. Il est le fil conducteur qui relie John Didion à Kasabian, Tobin Gristle à Aquarius, série policière de la NBC dans laquelle joue David Duchovny, nul à chier, ou encore, pas David Duchovny on t'aime, mais bon, complètement délirante quoi. Série policière de la ou encore les Guns N' Roses avec la reprise en 93 de la chanson Look at Your Game, Girl dans leur album The Spaghetti Incident, vendu à 5 millions d'exemplaires. Et System of a Down au célèbre roman d'Emma Cline, paru en 2016, The Girls. Manson n'incita pas seulement les réalisateurs à s'emparer de la série de meurtres Tate LaBianca pour en tirer des documentaires ou des téléfilms, il inspira tout un sous-genre de films d'exploitation, ainsi que, en 90, un opéra du compositeur John Moran, poulain de Philip Glass, avec l'improbable participation d'Iggy Pop
dans le rôle du procureur Vincent Bugliosi et une comédie musicale allemande, Charles Manson, Summer of Hate, qu'un critique horrifié compara au Springtime for Hitler de The Producers. Son influence s'infiltra dans la culture populaire par d'autres biais plus subtils. Dans la saison 6 de Mad Men, le style du personnage de Megan, l'épouse de Don Draper, fut délibérément conçu pour ressembler à celui de Sharon Tate, victime de Manson. Les chansons que celui-ci enregistra avant les meurtres donnèrent lieu à d'innombrables reprises, qui s'ajoutent aux non moins nombreuses chansons inspirées par lui ou lui faisant allusion, de Death Valley 69 de Sonic Youth à Bloodbath in Paradise d'Ozzy Osbourne, en passant par Sweet Thing de David Bowie. Et le journaliste de citer encore, pêle-mêle, une pléiade de films de série B et de références musicales où se démarquent les noms des Ramones, des Black Flag, de Nine Inch Nails et bien entendu de Marilyn Manson. Autant de projections fantasmatiques, d'images écran occultant le réel, auxquelles viendront bientôt s'ajouter les grosses productions annoncées pour marquer le demi-siècle des événements de l'été 69. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Charlie Says de la réalisatrice d'American Psycho, Mary Aaron, deuxième saison de la série Mindhunter, coproduite par David Fincher, The Haunting of Sharon Tate, un thriller signé David Farrance. Ainsi, en l'espace de 50 ans, le fait divers a-t-il définitivement basculé dans le spectacle, le mythe ayant fait son repas de la vérité. C'est dans ce contexte que le livre de Newell Emmons, on va t'appeler Newell, nous a paru être un document à publier. Déjà, bon, le gars, comment il se justifie tellement il a peur, quoi, l'éditeur. Tout d'abord, mais dommage, hein. Tout d'abord, il n'est pas souvent donné de plonger dans le monde intérieur d'un personnage tel que Manson, même si c'est de manière oblique par l'intervention d'Emmons. On l'a dit, la musique, la télévision, la culture web, le cinéma, se sont chacun emparés avec leurs moyens de la figure du gourou. D'ailleurs, moi, je vais reprendre des chansons de Manson. Mais peut-être le versant de l'histoire consigné ici, celui de Manson, ne pouvait-il être raconté que sous la forme d'un livre, à travers les ressources spécifiques du langage. Encore une fois, grand dommage qu'on n'ait pas le document brut. Hein. Si quelqu'un sait où on peut se le procurer. Ensuite, puisqu'on a écrit, dit et répété depuis 50 ans que l'emprise exercée par Manson sur sa communauté devait beaucoup à ses talents de conteur et d'orateur, ce livre propose au lecteur d'en faire l'expérience par lui-même, ou ce qui s'en approche le plus. Enfin, l'objectif revendiqué d'Emmons avec ce livre était de conjurer la mythologie, sinon le folklore opportunément entretenu autour de Manson, en les réinscrivant dans le réel à travers son témoignage. Tout en se disant absolument convaincu de la culpabilité du gourou, il suggère dans son introduction et sa postface que si la société donna au procès de la famille et de son leader des allures de procès en sorcellerie, ce fut aussi, surtout, pour ne pas avoir à instruire le sien, car sans rien éluder de la responsabilité individuelle de Manson, il importe de souligner combien il est également le produit d'une époque. Non, il dit ça, mais en même temps, il prétend la page d'avant que Manson a commandité les meurtres de Celio Drive, ce qui est faux. Alors, car sans rien éluder de la responsabilité individuelle de Manson, il importe de souligner combien il est également le produit d'une époque, un enfant de la Grande Dépression, un disciple du Summer of Love, et de faits sociaux, la misère des classes populaires, les maisons de redressement pour mineurs, le système carcéral américain, etc. Si la société, à travers les médias, a construit de lui une figure de psychopathe tout-puissant, l'a diabolisé comme une incarnation hors sol du mal absolu, allant parfois jusqu'à lui attribuer des pouvoirs surnaturels, c'est pour se forger un alibi, établir une sorte de cordon sanitaire
qui lui évite de se remettre en question, avance Emmons. En définitive, la légende noire de Manson en dit plus long sur les médias qui l'ont forgée et la société où elle prospère que sur l'homme et sa dérive. Merci. C'est pourquoi Emmons forme le vœu, dans son introduction, que le mythe de Charles Manson ne survive pas à ses propos. En 1986, au moment de la parution de l'ouvrage aux États-Unis, le Washington Post se faisait déjà l'écho des multiples facettes de son prisme. En fin de compte, d'un bout à l'autre du récit de sa vie, depuis son expérience des maisons de redressement jusqu'au jeu de rôle contre-culturel mis en scène à Spahn Ranch, Manson fait montre d'une vision du monde étonnamment fine, ainsi que d'une compréhension lucide de ses actes. De la mosaïque d'entretiens rapiécés et retravaillés que constitue ce livre, il émerge, par intermittence, tel un lointain signal radio, une voix singulière qui pourrait bien être celle de Manson lui-même. Mais c'est cette voix, autant que les événements qu'elle raconte, qui fascine. Cette voix est protéiforme. Huckleberry Finn, Jean Genet, la plainte d'un orphelin, la harangue d'un saint. Il n'est pas difficile d'imaginer comment Manson pouvait s'attirer l'attention et la fidélité, en particulier, venant de personnes en quête d'un modèle. Bon, je suis pas d'accord. Euh, Sans faire aucune concession sur le plan moral quant aux faits atroces dans lesquels il a été impliqué, les crimes sont épouvantables, il est nécessaire de reconnaître que Charles Manson par lui-même est un document de valeur qui donne un aperçu d'un recoin de la psyché américaine rarement scruté de l'intérieur. Ce n'est pas de la littérature, mais ce n'est pas non plus une simple restitution. Ce livre force l'intérêt autant que l'effroi. David Black, Manson on his myth. Ce que ce livre n'est pas, en tout état de cause, c'est une pièce versée au dossier en vue de refaire le procès de l'homme. Dommage. Sa culpabilité a été établie. Ouais, dans quelles conditions? Sa culpabilité a été établie il y a 50 ans par un connard qui a écrit un livre et gagné des millions en le faisant passer pour un adepte satanique d'une secte beatlesienne. Bon. Et rien dans les propos que contiennent ces pages n'est de nature à la mettre en doute. Ouais, sa culpabilité est vachement relative, vous le verrez. Au contraire, nous sommes d'ailleurs convaincus que ni cette condamnation, ni l'aura sulfureuse qui entoure la figure de Manson ne doivent agir comme des injonctions à placer ce texte sous embargo. Ce serait priver le lecteur d'une pièce décisive pour comprendre le culte de la personnalité déroutant dont le leader de la famille continue de faire l'objet. Dans chaque famille, il y a un leader qui fait l'objet d'admiration, connard. Je deviens vulgaire, mais j'aime pas qu'on dise des choses aussi débiles en fait. C'est parce qu'il est l'objet d'un culte familial. euh, oui, bah, la famille, c'est avant tout une entité économique. C'est pas forcément métro boulot dodo, hein. Ils avaient des gosses, hein, je rappelle. Tic tic. Car de quoi finalement Charles Manson a-t-il le nom? De qui est-il le héros? Il nous a semblé que ce livre détenait une partie des réponses. Ouais, voilà. Moi, je trouve toute cette tiédeur là, de cette c'est nauséabond, cette façon grotesque de ne pas oser prendre parti véritablement là. On oublie en salissant l'image de ce mec qu'il a des gosses, hein, c'est pas pour dire, mais qu'il a des gosses, qu'il y a des enfants qui ont vécu au ranch, qui ont grandi et qui se souviennent avec émerveillement de ce qu'ils y ont vécu, qui n'était pas du tout ce qu'on pouvait penser, alors voilà, ce qu'on a voulu faire penser sur leur mode de vie, en fait. Voilà.
Bon, il y a plein d'arguments que je pourrais sortir un peu mieux, je le sais, mais je suis un peu crevée. Un peu crevette. Voilà. Bon, bah après, il y a encore une introduction de Newell Emmons. Je vais l'appeler Newell Emmons parce que vous verrez, l'introduction de Newell Emmons, d'après mon souvenir, elle est un petit peu insipide. Hein. C'est le gars qui a repris ses propos. Alors lui, ça ne le dérange pas de gagner des millions grâce à son ancien pote de prison, mais c'est dégueulasse. Vous verrez.